Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 20 octobre. Une centaine de personnes réunies devant la préfecture de Versailles pour réclamer plus d'hébergements d'urgence. L'appel a été lancé par de nombreuses associations du territoire après une série d'expulsions ces dernières semaines. Marie-Emma Boursier est notre invitée fil rouge pour cette émission, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Versailles, 50 ans. En Yvelines, nous évoquerons avec elle la rentrée solennelle de la faculté et les révélations qui ne cessent d'éclore sur les affaires de harcèlement sexuel en France et ailleurs. Enfin, dans le reste de l'actualité locale, retour sur la fronde des départements franciliens à propos de l'avenir de la métropole du Grand Paris ou encore l'élection de Jean-Luc Ourgaud à la mairie de Montigny-le-Bretonneux. Lui aussi vient d'être élu, c'était jeudi soir. Jean-Michel Fourgousse est devenu sans surprise le nouveau président de 50 ans en Yvelines. Il remplace Michel Laugier, touché par la loi sur le non-cumul des mandats après son élection au Sénat. Jean-Michel Fourgousse a rassemblé 38 voix sur 75 possibles contre 20 pour son seul adversaire, le socialiste Bertrand Houillon. Le maire d'Elancourt a notamment exprimé toute sa fierté au micro de TV78. On l'écoute. C'est une élection d'un symbole important en France. L'agglomération de Saint-Quentin monte quand même en gamme avec la qualité des entreprises, des laboratoires, des universités, des chercheurs et des événements aujourd'hui à connotation mondiale que vous connaissez. Donc, il s'agit de rassembler après tout le monde autour de ces grands projets. Je pense que cette agglomération a beaucoup de chance. Et je salue mes prédécesseurs. C'est pas moi qui ai fait tout cela. Et moi, maintenant, d'apporter une valeur ajoutée. Si vous voulez vous faire élire président, il faut être capable d'apporter une valeur ajoutée à l'ensemble de ces qualités, de ces projets, de ces savoir-faire. Et sachez que ce vendredi soir, la rédaction de TV78 vous propose un 7-8 politique spécial pour revenir sur cette élection à partir de 20h, avec notamment la première vice-présidente de 50 ans en Yvelines, Joséphine Coleman-Berger, et donc Jean-Michel Fourgousse, le nouveau président de l'agglomération. Organisation syndicale, association de droit au logement, famille ou encore militants, ils étaient tous rassemblés devant la préfecture de Versailles. C'était jeudi soir, ils réclament plus de places d'hébergement d'urgence alors que 70 familles dorment actuellement dans la rue, dans les Yvelines. Les précisions avec ce reportage. Plus personne dans la rue! Plus personne dans la rue! Sous les fenêtres de la préfecture de Versailles, le message est repris en chœur par une centaine de personnes. À l'appel de nombreuses associations et mouvements locaux, les manifestants étaient réunis pour réclamer plus de places d'hébergement d'urgence. Actuellement, 70 familles dorment dans la rue dans les Yvelines. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de caravane, il n'y a aucune possibilité pour dormir. Et les enfants ont besoin d'aller à l'école propre, comme tout le monde. Et ils ont besoin de dormir comme les Français, comme nous, comme tout le monde. C'est insupportable à notre époque, voilà. Or, il y aurait certainement moyen d'augmenter le nombre de logements d'accueil et surtout des accueils pérennes. Lancé à l'initiative d'une trentaine de mouvements yvelinois, le rassemblement fait suite à l'évacuation ces dernières semaines de plusieurs campements sur le département, comme à 50 ans en Yvelines début octobre. Pour tenter de trouver une solution, le préfet des Yvelines a reçu pendant plus d'une heure une délégation de 8 personnes. On n'attendait pas forcément non plus de l'État tout de suite qu'il nous trouve des places d'hébergement. Je crois qu'il nous a montré qu'il avait le souci de l'hébergement. Ce qui nous interpelle plus, c'est l'incohérence de ces démantèlements de bidonvilles qui, pour certains, ne sont pas dans un état d'insalubrité tel qu'on mette les gens à la rue après les avoir hébergés pendant 15 jours à l'hôtel. Pour cet hiver, la préfecture a annoncé l'ouverture supplémentaire de 240 places d'hébergement. Un plan global sera également présenté l'an prochain. Toujours dans l'actualité, ce jeudi, la faculté de droit de l'UVSQ a organisé sa rentrée solennelle en présence notamment de l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, et en présence aussi de Marie-Emma Boursier qui était avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Marie-Emma Boursier, vous êtes doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'UVSQ, c'est le nom complet depuis le mois de juin dernier précisément. Dites-nous en quoi consiste, on a vu quelques images, en quoi consiste une rentrée solennelle. Je crois savoir que le nom est un peu trompeur.
Alors, il est trompeur par rapport à la date de rentrée de nos étudiants qui sont rentrés le 11 septembre cette année, mais nous ne sommes quand même pas si éloignés de cette rentrée physique des étudiants qui ont repris leurs cours. Il s'agit pour nous d'honorer nos meilleurs étudiants de l'année précédente, nos majors d'année, de licence et de Master 2, et puis de retrouver et de rassembler l'ensemble de notre communauté universitaire, donc enseignants-chercheurs, étudiants, équipes administratives, en présence d'invités et de représentants de la vie locale. Et du coup, de lancer aussi, on va dire, officiellement, entre guillemets, la nouvelle année universitaire. universitaire. Ça aurait pu être un terme cérémonie, mais rentrée est aussi la rentrée universitaire, évidemment. Alors, globalement, comment se présente cette année universitaire? Ça fait un mois que vous avez repris. Des problèmes particuliers à signaler, ou alors, j'ai envie de dire, tout va bien? Tout va bien, à peu près. Voilà, tout va bien. aussi. La rentrée s'est bien passée. Notre principale préoccupation est d'accueillir les étudiants dans de bonnes conditions, pédagogiques évidemment et administratives, ce qui est le cas globalement. Et ça s'est bien passé. Alors, je le disais, vous êtes, vous, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste, être doyen. C'est un titre, un nom que l'on connaît, mais on ne sait pas forcément à quoi ça sert concrètement. Oui, ce qui est légitime, c'est une fonction de doyen. On dirige une unité qui est une composante qui est une faculté en l'occurrence, et on sert d'animateur et de l'équipe d'enseignants-chercheurs en se projetant sur les projets pédagogiques, mais aussi sur la recherche, qui fait le cœur aussi de notre métier à côté de l'enseignement, et puis sur l'accompagnement des étudiants pédagogiques avec tous les volets administratifs que l'on peut imaginer. Alors, ce que je vais dire va peut-être paraître logique et un peu cliché, mais vous n'êtes pas un homme. Vous n'êtes pas âgé, clairement. C'est une fausse idée de penser que généralement, les doyens de faculté sont des hommes d'un certain âge, ou alors vous êtes vraiment une exception dans le milieu? Non, je ne suis pas une exception. D'un certain âge, oui, c'est une fausse idée. C'était peut-être le cas il y a quelques années, mais ce n'est plus le cas, à mon sens. Une exception... Quant au fait que je sois une femme, non, mais il est certain que, pour l'heure, il y a moins de femmes doyens que d'hommes dans les facultés de droit. Donc c'est quelque chose qui a tendance à évoluer, qui reste qui stable évoluera, dans le monde de l'enseignement? On travaille sur ces questions. À l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, nous avons une chargée de mission qui travaille sur ces questions de parité, mais c'est évidemment une question nationale, et oui, ça évoluera certainement. Alors évidemment, je vous pose cette question non sans lien avec l'actualité de ces derniers jours, toutes ces révélations d'agression ou de harcèlement sexuel qui concernent des femmes. Ça a commencé par le cinéma. Depuis, on se rend compte malheureusement que ça touche tous les domaines, tous les secteurs sont touchés. Alors première question, est-ce que le monde de l'enseignement supérieur est lui aussi concerné par ce type d'événement malheureux? Certainement, le monde de l'enseignement supérieur est le reflet d'une part de ce qu'est la société, donc il l'est certainement. Après, je pense statistiquement ni plus ni moins. Vous, personnellement, vous n'avez jamais été sujet à ce type de comportement, où on ne vous a jamais raconté ce type de comportement sur rien de particulier? Rien de remarquable, mais voilà, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas à l'image de ce que peut être celle de la société. Et puis alors, permettez-moi d'insister, mais vous êtes doyen depuis la fin juin, ça fait quelques semaines que vous êtes dans votre rôle désormais de doyen. Est-ce que vous avez eu aussi peut-être des remarques un peu désobligeantes sur le fait que vous soyez une femme, encore une fois pas très âgée? Est-ce que vous avez eu ce type de remarques? Merci pour le pas très âgé. Excusez-moi, c'est très maladroit de ma part. C'est une plaisanterie. Non, je n'ai pas eu de remarques, mais voilà, si ça avait été le cas, ça aurait été fait de façon feutrée certainement, mais c'est pas le cas, pas du tout. Vous êtes une femme de droit, évidemment. Je voudrais vous faire réagir sur un chiffre parmi beaucoup que l'on peut voir paraître en ce moment dans la presse, dans l'actualité. Celui-ci est paru dans le Parisien, le journal Le Parisien de mardi dernier. 93% des plaintes pour harcèlement sexuel sont classées sans suite en France, notamment en faute de preuves. C'est un chiffre qui peut, comme ça en tout cas, paraître hallucinant pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux affaires de droit. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, un peu de façon inquiétante, que la justice française protège mal les femmes victimes de harcèlement sexuel, ou alors c'est exagéré ? Je pense que dans l'absolu, les femmes victimes de harcèlement ou de violence sont mal protégées parce que les dispositifs légaux sont très difficiles à mettre en place et qu'ils doivent être accompagnés de dispositifs sociaux, d'aide financière, logistique pour les femmes qui souffrent de ce type d'agression. Sur le harcèlement sexuel, vous l'avez dit vous-même, il y a une question de preuve qui est très lourde à apporter. Et même si le législateur a précisé en 2012, en réécrivant le texte sur le harcèlement sexuel,
sexuelle, il y a vraiment une problématique de perception, de collecte de la preuve, de démonstration et puis de témoignages qui sont généralement très difficiles à obtenir. Si je comprends bien, aujourd'hui, c'est plus le cadre qui est défaillant, c'est-à-dire la définition du harcèlement, même si elle a été précisée, ne l'est pas encore assez. Et elle au ne risque peut de pas mettre l'être trop plus, aussi. en fait, c'est ça, là, le problème est là, c'est-à-dire qu'il y a autant de comportements qu'il peut y avoir d'hypothèses, de comportements que de preuves potentielles. Donc c'est très difficile d'aller plus loin dans la législation. Les vraies questions là, juridiques dans lesquelles nous ne nous entrerons pas sont celles de la répétition, par exemple. Est-ce qu'il faut une répétition ou non? Quel type de comportement doit-il être direct ou peut-il être indirect? Bon, tout ça, il y a un aspect juridique, mais globalement, c'est un problème vraiment de démonstration ensuite. Alors vous évoquiez la loi de 2012 qui prévoit actuellement 2 ans d'emprisonnement pour harcèlement sexuel et 30 000 € d'amende. C'est le double de la loi précédente. Est-ce que aussi le principal finalement, c'est une réflexion, mais est-ce que le principal ce n'est pas le volet prévention que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit auprès des plus jeunes à l'université ou encore peut-être encore plus jeunes? On va peut-être pas parler de harcèlement sexuel à des enfants qui ont 6 ou 7 ans, mais d'égalité homme-femme, est-ce que c'est là le volet le plus principal, le plus important? Les deux doivent être conjugués, c'est-à-dire qu'il y a un travail de fond sur le comportement en société, et là, toutes les réflexions, les actions menées sur l'égalité homme-femme, sur la perception de cette égalité sont fondamentales pour faire changer les mentalités. Après, la sanction pénale, la menace de sanction pénale, ce caractère préventif qui dit attention, si vous adoptez ce comportement, vous risquez 2 ans d'emprisonnement, ce qui évidemment n'est pas neutre, a son utilité. Et le droit pénal est là aussi pour dire aux citoyens que nous sommes qu'il y a des comportements que la loi pénale ne tolérera pas. Et ces comportements d'atteinte sexuelle aux femmes sont introduits dans le code pénal depuis peu de temps, ce qui veut dire que la société a réagi assez tardivement. Toujours avec ce type d'affaires. Oui. Un projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes doit voir le jour au premier semestre 2018. C'est l'actualité, on l'a appris cette semaine. On connaît les contours sans connaître les précisions de ce projet de loi, notamment un allongement du délai de prescription des délits sexuels. Ce n'est pas arrêté, mais en tout cas c'est une piste largement évoquée. Est-ce que vous y êtes favorable? Actuellement c'est 20 ans après la majorité. Est-ce qu'il faut augmenter cette période-là? Je suis partagée. Je pense que le droit a beaucoup évolué lorsqu'il a justement fait courir le délai de prescription à la majorité de la victime, puisqu'il est évident que si vous êtes victime de violences sexuelles à 12 ans, vous n'êtes pas en mesure d'eux. Après, il y a vraiment la question du dépérissement des preuves. Si vous allongez à 30 ans après, les faits, enfin, ça devient très très compliqué de collecter des preuves. Je pense qu'un droit bien accompagné, notamment... Qu'est-ce que coûterait finalement de porter cette durée à 30 ans? Même alors si là, c'est la juriste qui va vous répondre. Ce que ça coûte, c'est que si on décide de changer la loi et qui doit quand même en elle-même, a priori, avoir une certaine pérennité, il faut qu'on en attende une certaine efficacité. Et si elle n'est pas là, c'est pas forcément utile. Est-ce que, excusez-moi une question un peu naïve, mais est-ce que des témoignages ont valeur de preuve en droit, et notamment dans ce type d'affaires? On parle de preuves, donc notamment, j'imagine, physiques pour harcèlement, pour agression. Est-ce que des témoignages ont valeur de preuve? Oui, bien sûr, des preuves testimoniales. Donc le témoin à l'audience va déposer et ensuite la conviction de la juridiction se fera en fonction des témoignages et selon l'intime conviction des jurés en assises ou des juges. Oui. L'autre axe majeur de ce projet de loi qui se dessine et qui là va faire sûrement débat de façon très, très, très importante, très marquée, c'est la pénalisation du harcèlement de rue. Beaucoup de questions se posent sur la définition de ce harcèlement de rue. C'est toujours la même problématique, sur l'atteinte aussi supposée aux libertés des individus. Est-ce que selon vous, c'est possible de définir précisément ce qu'est le harcèlement de rue? Est-ce que c'est une bonne chose? Et notamment ceux qui évoquent une atteinte à la liberté, est-ce que c'est un argument valable pour le contre? Pour le contre, il y a d'autres arguments peut-être plus valables que celui-là. La question de la preuve, là, va se retrouver aussi de façon très importante. Et de la définition que vous posiez, ça renvoie au débat sur le harcèlement sexuel. Est-ce qu'on est dans une liste? Est-elle limitative ou pas? Est-ce que siffler une femme dans la rue, la regarder d'une façon désagréable, constitue cette violence? Bon. Il y a aussi le rôle des agents qui sont éventuellement à... Voilà, cette police du quotidien qui serait potentiellement dévolue en partie pour ces missions.
c'est forcément une formation particulière pour apprendre aussi les comportements, on va dire. La question de la preuve est cruciale. Alors après, des paroles, c'est autre chose, mais on a déjà un dispositif juridique qui pourrait, de l'injure par exemple, enfin dans d'autres cadres, qui pourrait être inspirant, mais c'est quand même très compliqué. Peut-être qu'il y aura une vertu un peu prophylactique de dire que l'espace public ne doit pas donner lieu à ce type de comportement et que la société le condamne. Dernière question sur le sujet, je m'adresse à la spécialiste du droit et puis aussi à la femme. Est-ce que selon vous, on a l'opportunité cette fois-ci vraiment de changer les choses, que ce soit pour les femmes victimes de parler et pour les hommes agresseurs de changer leur comportement? Est-ce que là on a une fenêtre de tir, selon l'expression, un peu unique? Oui, mais il faut qu'il y en ait beaucoup et que ça se prolongera dans le temps. Voilà, ça ne changera pas les choses, même si cette loi voit le jour. Je crois que c'est une prise de conscience généralisée, qu'il faut un travail de fond. Une dernière question, on change complètement de sujet. Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place de prérequis pour l'entrée à l'université? C'était aussi un sujet d'actualité pour la rentrée prochaine. Est-ce que c'est une bonne chose pour éviter les tirages au sort qui sont mauvais selon l'avis de tous? Oui, je crois que vraiment le travail qui est engagé sur ces prérequis, comme sur d'autres réformes, c'est d'essayer de traiter la problématique des étudiants qui arrivent en masse sans orientation, en fonction d'un profil, de leur profil, à l'université, et on le voit chez nous comme ailleurs, et qui finalement ne sont pas faits pour le domaine qu'ils ont choisi, qui se retrouvent en situation... Il y a beaucoup d'échecs en droit, notamment qui se retrouvent en situation d'échec, et ce qui est difficile à vivre pour un jeune de 18-19 ans, qui redouble, qui ne réussit pas. Bon, donc je pense que essayer d'orienter activement les étudiants, les futurs étudiants, pour les amener vers ce qui pourrait leur correspondre le mieux en compétences, je crois que c'est une bonne chose. Puis là aussi, sur le problème des prérequis, il faut bien définir la chose. Qu'est-ce qu'on considère comme un prérequis? Après, tout est problème de définition apparemment. Voilà. Donc on discute dans toutes nos instances, que ce soit la conférence des doyens, la conférence des présidents d'université, évidemment au ministère, dans les groupes de travail. Nous sommes à l'œuvre. Merci Marie-Emma Boursier d'être venue sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'UVSQ. Merci à vous. Merci. On passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Cette semaine marquée une nouvelle fois par la grogne des présidents des départements de la Grande Couronne. Ils organisaient mardi une réunion publique à propos de l'avenir de la métropole du Grand Paris. C'était à Versailles, devant un parterre de 800 personnes. Les élus ont rappelé leur volonté de voir le périmètre de la métropole élargi aux frontières de la région. Et ce, à quelques jours des annonces prévues sur le sujet par le gouvernement. La rédaction de TV78 a interrogé Pierre Bédier pour les Yvelines et Patrick Devedjian pour les Hauts-de-Seine à l'issue de cette réunion publique. Ils détaillaient leur motivation, extrait. Peu importe que les informations soient bonnes ou mauvaises, nous sommes optimistes par nature et on se bat parce que c'est pour nous une telle évidence qu'on ne peut pas séparer la Grande Couronne de la Petite Couronne. Pourquoi ne pas aussi installer, comme on le faisait entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, des checkpoints, donc pour passer à Vélizy. Ah, mais ça, c'est la prochaine étape. À Vélizy, pour passer dans les Hauts-de-Seine, on aurait un checkpoint, il faudrait présenter un papier d'identité, enfin tout ça est grotesque. À une époque où on nous parle de mondialisation, où on nous parle d'élargir nos horizons, à l'Île-de-France, on veut réduire l'horizon et construire des murs, là où de toute évidence, il faut essayer d'être beaucoup plus large, beaucoup plus rassembleur, beaucoup plus dynamique et surtout préoccupé par le développement économique. Lundi, ce sont les élus de Versailles et Saint-Quentin en Yvelines qui étaient mobilisés à Guyancourt, objet de leur rassemblement. L'avenir de la ligne 18 du Grand Paris Express. Maires, députés ou sénateurs espèrent l'arrivée de la ligne dès 2024 et s'inquiètent d'un éventuel abandon du projet de la part du gouvernement. Reportage de Nicolas Dandry et Aurélie Ronze. Mobilisés pour interpeller le gouvernement. Élus des communes de Saint-Quentin en Yvelines, du département, de la région, députés et sénateurs se sont réunis à Guyancourt, sur le site qui pourrait devenir la gare de la ligne 18 sur l'agglomération. Tous présents pour défendre la mise en œuvre du projet ferroviaire avant 2024. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques, c'est un enjeu aussi fondamental. On ne peut pas avoir deux discours. Dire que nous allons recevoir les Jeux Olympiques, s'appuyer là-dessus au niveau du CIO à Lima, et ensuite, derrière, nous dire que, non, finalement, on n'aura pas le temps. C'est impossible. Donc, pour être rassuré par le ministère, il faut nous recevoir rapidement et qu'on puisse, avec les entrepreneurs, la population, annoncer la bonne nouvelle.
Cette bonne nouvelle, c'est l'arrivée du tracé de la ligne 18 dans les Yvelines avant les Jeux Olympiques, avec une gare située à Guyancourt, commune qui accueille 1200 entreprises et de nombreux salariés au quotidien. Saint-Quentin en Yvelines, c'est le deuxième pôle économique de l'Île-de-France. On ne peut absolument pas du tout ne pas avoir de transport structurant. Et il faut qu'on se bouge, nous, effectivement, les élus, les habitants, les entreprises et les étudiants, pour faire reconnaître que notre territoire est incontournable. À un échelon proche des politiques nationales, certains élus yvelinois ont des ressources importantes pour peser sur la décision du calendrier concernant la ligne 18. Nous avons sollicité le préfet de région pour lui demander là-dessus des clarifications, pour lui demander une étude de faisabilité sur le calendrier qui pourrait être demandée à la Société du Grand Paris. Nous avons un certain nombre d'éléments, naturellement, qui nous laissent penser que boucler ce projet en 2024 jusqu'à Versailles, de cette ligne 18, est tout à fait faisable. J'irai rappeler les engagements de l'État au plus haut niveau et j'essaierai d'entrer dans des bureaux qui aujourd'hui ne me sont pas encore ouverts. Je crois que les ministères chargés de ce dossier sont au travail, qui vont remettre à un moment donné leur copie au Premier ministre et qu'à ce moment-là, une fois que les hypothèses seront sur la table, le dialogue s'enclenchera avec les élus locaux pour voir quelle est la solution la plus efficace et celle qui sera de nature à répondre aux besoins. En marge de cette mobilisation, des élus écologistes de l'agglomération ont tenu à exprimer leur opposition à ce projet. Lundi, toujours, Jean-Luc Courgaud est devenu le nouveau maire de Montigny-le-Bretonneux. L'ancien adjoint remplace Michel Laugier, élu en septembre au Sénat. Il a largement emporté durant ce vote avec 37 voix pour lors d'un conseil municipal extraordinaire. L'émotion était palpable ce soir-là. Reportage. Ils ont travaillé plus de 20 ans ensemble au sein de cette assemblée. L'un quitte son poste, l'autre le découvre. Dans un moment très solennel, Jean-Luc Courgaud a été élu largement nouveau maire de Montigny-le-Bretonneux ce lundi 16 octobre à 67 ans. Avec 32 bulletins pour sur 37, le nouvel élu souhaite se placer dans l'action de son prédécesseur. Moi, je m'inscris complètement dans les pas de Michel Laugier. Et encore une fois, comment pourrait-il en être différemment ? Puisque jusqu'à présent, tous les collègues de la liste ont voté pour le programme qui a été le nôtre. Donc oui, c'est une continuité et pas du tout une rupture. Devenu sénateur fin septembre, Michel Laugier quitte donc un siège qu'il a occupé pendant 13 ans. Ce conseil municipal était aussi l'occasion pour les élus de lui rendre un dernier hommage. Aujourd'hui, les choses sont faites. Il y a un nouveau maire à Montigny-le-Bretonneux à la tête de l'équipe que j'ai eu l'honneur, le plaisir de conduire, de sélectionner, dont je leur souhaite beaucoup de succès et je serai toujours là avec un œil bienveillant. Le nouvel organigramme municipal n'est modifié qu'à la marge. Suzanne Blanc conserve ainsi son poste de première adjointe en charge de la vie scolaire. Yannick Ledorz intègre lui l'exécutif et devient responsable de la communication. Une continuité qui ne devrait pas bouleverser les relations parfois tendues avec l'opposition. Je pense qu'on a intérêt à continuer à se battre sans relâche pour faire valoir nos propositions, à les faire entendre, à les faire accepter parfois, comme ça a parfois été le cas avec Michel Laugier. J'espère que ce sera le cas aussi là avec Jean-Luc Courgaud. Après, on a quelques désaccords quand même sur est-ce que Montigny aujourd'hui est une ville exemplaire en matière d'écologie, en matière de solidarité. Après la mairie de Montigny-le-Bretonneux, une nouvelle élection aura lieu jeudi prochain au sein du conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour élire le successeur de Michel Laugier à la présidence de la collectivité. Un poste qui devrait revenir au maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse. Et vous l'aurez donc compris, le poste est revenu à Jean-Michel Fourgousse, qui est donc devenu, lui, le président de Saint-Quentin en Yvelines. Les travaux ont débuté depuis le mois de février sur le pont et l'avenue Schuller entre Maurepas et la gare de La Verrière. Le chantier a pour but de doubler les voies de la structure avec la création d'un corridor pour les transports en commun. Le point sur les travaux avec Camille Lambert et Mélanie Poquet. L'asphalte vient tout juste d'être posé côté gare de La Verrière. La route réservée au TCSP, transport collectif en site propre, est quasiment terminée. La partie asphaltée qui est la plus brillante, c'est réservé aux piétons. C'est non glissant, hein. C'est pas parce que c'est brillant, c'est glissant. La partie plus large va être séparée en deux, c'est des voies cyclables. Hein, Et puis la partie entre les bordures en granit, en grès exactement, sera réservée à terme uniquement au TCSP. La déviation actuelle deviendra pérenne pour les véhicules particuliers. Du côté de Maurepas, le doublement du pont Schuller a pris du retard. Un prolongement d'environ 2 mois et demi de travaux est envisagé.
Lors des explorations qui ont été faites initialement avant le début des travaux, au niveau des culées des ponts, n'ont pas pu être décelés sur ces 2 culées de part et d'autre de la nationale, des pieux qui avaient été installés il y a quelques dizaines d'années, en prévision certainement déjà du doublement de ce pont. Et il a fallu donc réenvisager une construction différente et de prévoir des micro-pieux. Un retard et un surcoût, près de 500 000 € de plus pour cette partie des travaux. Le budget initial était de près de 9 millions d'euros, dont plus de 6 millions de subventions de l'État, de la région et du département. Les fans de cyclisme s'en réjouissent forcément. Le prochain Tour de France sera de passage une nouvelle fois dans les Yvelines. Le tracé de la 105e grande boucle a été dévoilé mardi et le départ de la dernière étape se fera de Houille. Cela faisait 5 ans que le département n'avait pas accueilli le Tour de France. C'était alors la ville de Versailles. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information en direct lundi à 18h. D'ici là, restez informés et connectés grâce à notre application TV78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.